séance de soutien et de consolidation pour les contenus qu'on a déjà vus, à savoir les fossiles et la fossilisation, le rôle des fossiles dans la reconstitution des milieux anciens de sédimentation et dans la datation relative des roches sédimentaires. Aussi, on a vu l'échelle stratigraphique et le dernier contenu, c'était le cycle sédimentaire. Commençons par les fossiles. Donc, ici, on voit un petit schéma qu'on va remplir en termes de rappel. Donc, les fossiles peuvent être des restes ou bien, tout simplement, de traces de l'activité biologique. Les restes peuvent être intacts. Donc, ici, on a des images réelles de restes intacts, de fossiles entières, à savoir le mammouth de Sibérie et les insectes comme ce moustique-là, qui est emprisonné dans une matière appelée ambre. Les restes peuvent être aussi des parties dures, ou bien de restes de parties dures, soit minéralisés sans remplissage avec les sédiments, soit sous forme de moulage interne et externe avec remplissage. Ici, on a un exemple de la carapace du trilobite qui est minéralisée sans remplissage. On a ici la carapace d'origine. Le deuxième cas, ce sont des moulages externes et internes du même espèce, les trilobites. En ce qui concerne les traces de l'activité biologique, ça peut être tout simplement les fameuses célèbres traces ou bien empreintes de pas de dinosaures. Ça peut être même des galeries creusées par des insectes qui sont restés fossilisés. En ce qui concerne le processus de la fossilisation, ça veut dire la transformation des restes en fossiles. Ici, je t'invite à faire un petit exercice, c'est d'essayer de classer par ordre chronologique les événements qui se sont passés avant la transformation de la coquille de l'ammonite en un fossile. Donc, pour mettre en ordre ces images, on va commencer par l'organisme étant toujours vivant. Donc ici, tu vois avec moi l'ammonite en train de se déplacer. Ce déplacement, ça veut dire qu'il y a une activité biologique. Ça veut dire aussi que l'être vivant est toujours vivant. Chaque être vivant va bientôt mourir. Ici, dans cette image, je vois qu'il y a une absence de déplacement, ce qui peut se traduire par la mort de l'animal. Toujours en remarquant l'aspect de la coquille. Les parties molles vont se désintégrer, se décomposer. Seul reste la partie solide. Ici, je vois bien la couleur et l'aspect de la carapace, donc je peux mettre cette image en troisième position. Avec le temps, il y y aura un enfouissement de la carapace dans les sédiments fins, comme le sable, comme la boue, etc. Dans cette image, ces flèches nous montrent qu'il y a un dépôt de sédiments. Donc, je peux classer cette image comme étant la quatrième image. Toujours en voyant l'aspect de la coquille, il n'y a pas encore transformation en fossile. Donc, je peux regarder cette image, par exemple. Ici, je reconnais les couches sédimentaires. Tu as déjà étudié les roches sédimentaires. Ils se présentent toujours sous forme de couches horizontales. Donc, à l'intérieur, je vois la carapace, mais son aspect, il est un petit peu différent. Donc, je peux dire, dans cette image, il y a vraiment une fossilisation et il y a aussi une diagénèse. Pour que notre fossile affleure à la surface, il doit y avoir des mouvements de soulèvement du fond marin. Ici, il y a un petit indice. Tu vois ici le soleil. Dans les images précédentes, on ne voit pas le soleil. Ça veut dire que l'animal est toujours dans les fonds.
ici je vois le soleil, ça veut dire l'air libre, ça veut dire affleurement. Donc après soulèvement du fond marin, cette roche qui est devenue vulnérable aux facteurs d'érosion, elle va être érodée, altérée, et notre fossile va affleurer à la surface. Donc, je peux classer cette image étant la dernière étape. Donc, vous voyez ici la chronologie des événements. Ils sont classés de 1 à 8. Ammonites vivants, dans les fonds marins, il y a environ 65 millions d'années. L'ammonite meurt et ses parties molles, bien sûr, se décomposent. Seule la carapace qui est dure va persister. L'étape la plus intéressante, il y a enfouissement de la coquille dans les sédiments. Cet enfouissement, tu l'as déjà vu, il est très important pour soustraire notre carapace des facteurs de décomposition. Cinquième étape, comme vous voyez, ces flèches montrent bel et bien qu'il y a un dépôt de sédiments fins qui recouvre la coquille. Tu as déjà vu cette phrase, diagénèse et fossilisation sont deux phénomènes concomitants. Donc il y a ici transformation des sédiments en roches sédimentaires, diagénèse. Notre coquille va se minéraliser et elle va devenir un fossile. Septième étape, pour que le fossile affleure, il y a des mouvements géologiques internes très lents qui peuvent aboutir au soulèvement des fonds marins et à l'affleurement de notre fossile. Donc, dernière étape, après érosion, il y a affleurement du fossile à la surface de la Terre. En ce qui concerne l'intérêt des fossiles, on a déjà vu que les fossiles se divisent en deux catégories, à savoir les fossiles de faciès, qui permettent de reconstituer les milieux anciens de dépôt, et il y a les fossiles stratigraphiques, ou bien les fossiles indicateurs du temps, qui permettent de dater relativement les roches sédimentaires qu'ils contiennent, ou bien que ces roches contiennent. Donc, on va faire comme un petit exercice. On a ici une forme de schéma, d'une figure, accompagnée d'âge en millions d'années. Donc, ici, on peut voir cette figure dont on a déjà parlé. L'extrémité en bas, elle représente toujours la date d'apparition. Le milieu, qui est un petit peu plus large, représente la répartition de l'animal bien du végétal. Et l'extrémité en haut représente la date de l'extinction bien de la disparition de l'être vivant. Donc, si on compare, ou bien on relève l'âge approximatif, de ces êtres vivants, on peut calculer la période de vie du trilobite, moins 550 millions d'années à moins 245 millions d'années. On peut extraire la période de vie de l'ammonite, comme vous voyez, entre moins 245 millions d'années et moins 65 millions d'années. Et enfin, la durée de vie des nummulites, entre moins 65 millions d'années et moins 1,7 million d'années. Donc, comme vous voyez, tous ces animaux, ce sont des êtres éteints. Ils ont une durée de vie qui est limitée dans le temps. Maintenant, comparons ces êtres à un gastéropode appelé limné. Ici, on a une extrémité en bas qui représente toujours la date d'apparition, mais vous remarquez qu'il y a en haut, il y a des tirets, des points de suspension, comme vous voulez. Il n'y a pas une deuxième extrémité qui montre la disparition de l'animal. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout simplement que ce gastéropode existe toujours. C'est une espèce qui est non éteinte. On peut dire qu'elle a une durée de vie qui est non limitée. Est-ce que tu peux maintenant distinguer les fossiles stratigraphiques des fossiles de faciès? Bien sûr, on a ici 3 fossiles stratigraphiques. Pourquoi? Ils sont connus par leur durée de vie limitée dans le temps. En ce qui concerne la liminée, on peut la considérer comme un fossile de faciès puisque c'est une espèce qui est non éteinte, qui existe toujours. Donc, toutes les roches sédimentaires
contenant l'un de ces fossiles, elle aura l'âge, le même âge relatif que ce fossile. Par contre, toute roche sédimentaire qui contient la liminée, qui est un fossile de faciès, elle aura les mêmes caractéristiques du milieu de vie. Ça veut dire, sachant que ce gastéropode vit dans l'eau douce, dans le milieu lacustre, je peux dire que cette couche sédimentaire ou bien strate qui contient ce gastéropode s'est déposée dans des conditions, dans le même milieu que le milieu de vie de ce gastéropode. Ça veut dire dans un milieu lacustre. Maintenant, tu as reconnu l'échelle stratigraphique. Si tu cherches sur Internet ou n'importe quel ouvrage, tu vas trouver plusieurs versions avec plusieurs animaux, plusieurs couleurs, plusieurs informations plus ou moins développées. Donc ici, on reconnaît l'ère quaternaire, l'ère de l'apparition de l'homme. Il est en blanc. L'ère tertiaire, appelée aussi cénozoïque, le mésozoïque ou l'ère secondaire, et le paléozoïque. Comme on a déjà vu, pour lire une échelle stratigraphique, je dois commencer par la lire depuis le bas. Ça veut dire du bas en haut. Pourquoi? Pour suivre la chronologie des événements. Donc ici, je reconnais les aires par leur subdivision en 4, puisqu'il y a 4 aires. Donc tu peux reconnaître chaque aire par leur nombre. Il y en a 4. Il y a l'ère primaire paléozoïque, suivi du secondaire mésozoïque, suivi du tertiaire ou cénozoïque, puis suivi de l'ère quaternaire. Chaque ère, comme on a vu, est subdivisée en périodes plus courtes qu'on a appelées périodes ou cycles ou bien systèmes. Donc la deuxième subdivision, après les ères, ce sera des périodes, des cycles ou bien des systèmes. Chaque système peut être lui aussi subdivisé en périodes de plus en plus courtes qu'on a appelées des sous-systèmes. Puis on peut trouver aussi des étages. Donc vous remarquez ici, pour chaque période ou bien chaque ère, il y a des organismes, des êtres vivants caractéristiques. Il y a aussi des événements. La plupart, ce sont la formation des chaînes sédimentaires, de chaînes montagneuses anciennes. Donc, vous voyez, il y a des aires suivies de systèmes, suivies de sous-systèmes. Par exemple, tu peux trouver d'autres subdivisions en étages ou d'autres de plus courte durée. Passons maintenant au cycle sédimentaire. On a déjà fait une définition pour le cycle sédimentaire. On va nous rappeler de cette définition. Considérons le niveau de la mer dans 3 temps géologiques successifs, à savoir T0, T1 et T2. Ici, on a 2 figures. J'ai la figure à ma droite et la figure à ma gauche. Vous avez bien sûr reconnu la mer par sa couleur bleue et le domaine continental par sa couleur marron. Si on compare le niveau de la mer dans chaque figure, donc la flèche noire ici, elle va nous indiquer le niveau de la mer. On va d'abord faire une petite comparaison. Dans la première figure qui est à ma droite, je vais comparer le niveau de la mer dans ces 3 temps géologiques successifs. Donc, temps T0, vous voyez la longueur de la flèche. Temps T1, ma flèche indique toujours le niveau de la mer par rapport au domaine du continent. Et le temps T2. Vous remarquez très bien que ma flèche rétrécit, ou bien sa longueur diminue. Donc, puisque ma flèche diminue, ça veut dire que le niveau de la mer baisse, ça veut dire qu'il y a un retrait de la mer et une émergence du domaine continental. Ma deuxième figure, je fais la même chose. Ma flèche noire représente le niveau de la mer dans 3 temps géologiques successifs. Si je compare la longueur de ma flèche, je vois que ma flèche, du T0 au temps T2, elle va augmenter de longueur. Ça veut dire qu'il y a une augmentation du niveau de la mer, comme tu vois, qui va couvrir le domaine continental. Est-ce que tu as reconnu ces 2 phénomènes? Dans la première figure,
on a dit qu'il y a un retrait, un recul du domaine marin par rapport au domaine continental. Dans la deuxième figure à ma gauche, il y a au contraire une avancée du domaine marin au profil du domaine continental. Je crois que tu as reconnu les deux phénomènes. Il s'agit à ma droite d'une régression de la mer, ça veut dire un recul de la mer, et cette régression, elle est souvent provoquée par une baisse du niveau de l'eau au niveau des océans ou par des mouvements de soulèvement qui font émerger le domaine continental. À ma gauche, il y a une transgression marine. Je la reconnais par une avancée de la mer qui va recouvrir le continent. Cette avancée est expliquée par une augmentation du niveau de l'eau de la mer ou bien par des mouvements d'affaissement, d'abaissement des continents. Bien sûr, on a déjà donné une définition. Ces deux phénomènes vont permettre l'érosion des roches des continents, vont permettre le transport par les courants marins, vont permettre le dépôt, ça veut dire la sédimentation, vont permettre la formation de roches sédimentaires. C'est ce qu'on appelle le cycle sédimentaire. On l'a déjà défini. Donc, chaque cycle sédimentaire, il est compris entre une transgression et une régression marine. Chaque phénomène va donner une suite de couches sédimentaires caractéristiques. Par exemple, lors d'une transgression, on aura ce qu'on appelle une série ou bien une séquence transgressive. Lors d'une régression, on aura une séquence régressive. La question qu'on va se poser et qu'on a déjà vue, on va nous rappeler, par quoi est caractérisée une séquence transgressive et par quoi est caractérisée une séquence régressive. Ici, j'ai un petit schéma illustrant les deux séquences. Ici, je vois une séquence transgressive. Elle se traduit par un passage du faciès continental vers un faciès marin. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on considère le principe de superposition, tu as déjà étudié que la couche sédimentaire la plus basse est la plus ancienne. Donc, si je remarque bien cette séquence transgressive, la première couche qui s'est déposée, c'est du grès. Le grès me fait rappeler le domaine continental. La deuxième, c'est le schiste. C'est une couche intermédiaire entre le passage entre le faciès continental et marin. Le calcaire, il est caractéristique du faciès marin. Donc, ce déplacement ou bien transformation du faciès continental vers le faciès marin traduit une séquence transgressive et nous renseigne sur le phénomène de transgression. Par opposition, ici, je vois une séquence régressive. Donc, si tu la compares, et donc A, elle est transgressive, B, elle est régressive. Par opposition, dans une séquence régressive, il y a passage du faciès marin, illustré ici par les roches du calcaire, vers le faciès continental. Donc, le premier dépôt, ou bien la première couche, selon le principe de superposition, c'était des calcaires. Le calcaire, il est caractéristique d'un faciès marin. Le schiste, caractéristique d'un faciès intermédiaire entre le passage du faciès marin continental. Le grès caractérise le faciès continental. Donc, répétons, récapitulons. Le passage du faciès marin vers le faciès continental traduit une séquence qu'on appelle une séquence régressive. Donc, il va nous traduire le phénomène de régression. Schématisons tout cela par un simple schéma. Je peux donner une définition au cycle sédimentaire. Dans la succession des temps géologiques, les transgressions et les régressions se sont succédées au fil des temps. Donc, après chaque transgression, on va trouver une régression. Après chaque régression, on va trouver une transgression. Entre les deux, des événements passent, à savoir l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. C'est ce qu'on a appelé un cycle sédimentaire. On va passer maintenant à une nouvelle séquence. La dernière séquence, c'est le cycle sédimentaire. On va donner une définition au cycle sédimentaire. Donc, on vous voyez vers une définition du cycle sédimentaire. Pour cela, considérons 3 niveaux successifs de la mer durant des temps géologiques que j'ai choisis, T0, T1 et T2. Comme vous voyez, ici, on a 3 niveaux de la mer. En bleu, on a le domaine marin, comme vous voyez. En marron, on a le domaine continental.
si on compare le niveau de la mer du temps 0 vers le temps T2, on va voir qu'il y a une augmentation du niveau de la mer, ou bien une avancée de la mer sur le continent. Je pense que tu as connu le phénomène. Il s'agit d'une transgression marine que tu as déjà étudiée lorsque tu as étudié les milieux de dépôt. Donc, lors de cette transgression marine, ou l'avancée de la mer sur le continent, cette avancée ne sera pas sans impact sur les roches continentales. Au contraire, il y aura une érosion des roches continentales. Et bien sûr, lorsque je dis érosion, lorsque je dis produit d'érosion, il y aura un transport de ces sédiments. Bien sûr, le milieu de dépôt sera le milieu marin. Qui dit érosion, qui dit transport, qui dit sédimentation, dit aussi diagenèse. Ces phénomènes, tu l'as déjà étudié. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le nouveau, c'est que ces phénomènes se produisent lors d'une transgression marine. On aura les mêmes phénomènes lors d'une régression, ça veut dire lors du retrait de la mer. Retenons l'essentiel. Lors d'une transgression marine, se produisent les phénomènes que tu as déjà étudiés, à savoir l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse, ce qui aboutit à la formation des roches sédimentaires. Les mêmes phénomènes vont se produire aussi lors d'une régression, ça veut dire lorsque la mer recule et le continent émerge. Et comme les transgressions et les régressions marines peuvent se succéder au fil des temps géologiques, ces phénomènes, à savoir l'érosion, etc., vont se répéter, vont se reproduire. On peut donc parler d'un cycle qu'on appelle le cycle sédimentaire. Donc, qu'est-ce qu'un cycle sédimentaire? Il correspond à la succession d'une transgression et d'une régression marine qu'on peut voir sur ce schéma. Donc, considérons des temps géologiques successifs. À chaque fois, il y a répétition des mêmes phénomènes, transgression suivie d'une régression, suivie d'une transgression, etc. Entre chaque transgression et régression, on aura les phénomènes que tu as déjà étudiés. On aura formation des roches sédimentaires. Entre transgression et régression, on aura ce qu'on a appelé un cycle sédimentaire. Une toute petite remarque. Les régressions et les transgressions sont caractéristiques des couches sédimentaires. Lors d'un passage d'un faciès continental vers un faciès marin, ça veut dire en bas, on va trouver des roches qui caractérisent le continent, en haut, des roches caractérisant un dépôt dans un milieu marin. Cette transformation de faciès continental en marin va traduire une transgression, c'est ce qu'on appelle une séquence transgressive. Contrairement à la séquence régressive, ici on a passage du faciès marin, les dépôts qui caractérisent le milieu marin, vers des dépôts qui caractérisent le milieu continental. Ici on a du faciès marin au faciès continental, ça traduit bien une régression marine. Je vous remercie et à la prochaine séance.